J'étais une infirmière dévouée au service du Reich. Pendant des années, j'ai cru avec ferveur à notre cause, soignant nos soldats avec un zèle quasi religieux, convaincu que nous défendions le monde contre le chaos. Puis est venue la débâcle, la capture en France fin 1944, le moment où la toile de la réalité s'est déchirée. Je me souviens de l'odeur âcre du diesel des camions américains qui nous ont livrés aux Français, une odeur qui s'est mêlée à la puanteur de notre propre peur. On nous avait dit que les Français étaient des bêtes vengeresses, qu'ils nous tortureraient jusqu'à ce que nous supplions pour une mort rapide. J'attendais le coup de baïonnette, le crachat au visage, la fin brutale et déshonorante. Mais ce qui est venu à la place était bien plus déstabilisant. Le silence. Un silence qui m'a appris que le plus grand monstre n'était pas celui qui se tenait de l'autre côté des barbelés, mais celui qui avait été patiemment construit dans ma propre tête. Le camp n'était qu'un purgatoire de boue et de fils de fer barbelés, une cicatrice béante dans la campagne française détrempée par l'automne. Le ciel était d'un gris uniforme, si bas qu'on avait l'impression qu'il allait nous écraser. Chaque pas dans la gadoue glacée était un effort surhumain, nos bottes usées aspirant le sol avec un bruit écœurant. On nous a parqués comme du bétail, une masse indistincte de femmes en uniforme souillé, tremblantes de froid et de terreur. La propagande tournait en boucle dans mon esprit, les discours enflammés de Goebbels promettant des atrocités indicibles de la part de l'ennemi. Chaque silhouette de gendarmes français sur les miradors était la promesse d'une violence imminente. Nous étions prêtes à mourir. Mais cette attente, cette lente agonie psychologique, était une forme de torture que nos propres chefs n'avaient jamais imaginée. C'était la déshumanisation par l'indifférence. Et c'était insupportable. Autour de moi, les visages étaient des masques de crasse et d'épuisement. Il y avait d'autres infirmières, des opératrices radio, des auxiliaires administratives, des femmes qui, quelques mois plus tôt, riaient et partagèrent des lettres de leur famille. Maintenant, leurs yeux étaient vides, hantés par la honte de la défaite. Les poux grouillaient dans nos cheveux, la faim nous tordait les entrailles, une douleur sourde et constante qui avait remplacé toutes les autres sensations. Nous ne parlions presque pas. À quoi bon? Chaque mot était une dépense. D'énergie superflue. Nous partagions un silence lourd, une communion dans la misère. Nous étions devenus des animaux acculés, ne pensant qu'à la prochaine bouchée de pain rassis ou à un coin un peu moins humide pour dormir. La fierté d'antan, la conviction d'appartenir à une race supérieure, tout cela s'était dissous dans la boue froide de la France. Puis, il est apparu. Un officier français, probablement un capitaine à en juger par ses galons. Il se tenait près de la grille, grand, droit, presque arrogant dans son uniforme impeccable. Ses bottes luisaient même sous le ciel maussade. Il était bien nourri. Son visage plein ne portait pas les stigmates de la faim qui creusaient les nôtres. Il nous a regardés, une par une, son regard balayant notre groupe de femmes hagardes, sans la moindre trace de haine, mais avec une sorte de distance clinique, comme un fermier inspectant son troupeau. Le contraste était si violent qu'il en était physiquement douloureux. Il représentait tout ce que nous avions perdu, la dignité, la force, la propreté, la victoire. Nous avons instinctivement baissé la tête, incapables de soutenir le regard de ce vainqueur. Sa simple présence était une affirmation de notre échec total. Son odeur nous est parvenue avant même qu'il ne parle. Une odeur de savon de Marseille, de laine propre et de tabac brun, riche et parfumé. Pour nous, qui ne sentions que la sueur, la maladie et la peur, c'était le parfum d'un autre monde. Un monde où les gens prenaient des bains chauds, lavaient leurs vêtements et fumaient des cigarettes sans avoir à les partager à quatre. Cette odeur, plus que son uniforme ou son arme, a creusé un fossé infranchissable entre lui et nous. Le monstre assoiffé de sang de nos cauchemars n'était pas là. À sa place se tenait un homme propre, calme, qui incarnait une normalité que nous pensions à jamais disparue. Cette simple perception sensorielle a été la première fissure dans l'édifice de mensonges sur lequel j'avais bâti ma vie. Pourquoi le démon sentait-il si bon? La confusion était si intense qu'elle me donnait la nausée. Il a donné un ordre d'une voix grave et posée, sans crier. « Alignez-vous. Contrôle des identités. » Ces mots étaient neutres, dépourvus de toute émotion. Ce n'était ni la rage que nous attendions, ni la pitié que nous n'osions espérer. C'était la voix d'un homme qui faisait son travail. Les gendarmes se sont mis en mouvement avec une efficacité tranquille, nous guidant vers une baraque en bois sans nous bousculer, sans nous frapper. Cette discipline était plus déroutante que la brutalité. On nous avait enseigné que l'ennemi était indiscipliné, barbare
gouverné par ses plus bas instincts. Mais ces hommes agissaient avec un professionnalisme froid, qui contredisait tout. Je me sentais pris au piège. Si la réalité que je voyais était si différente de celle qu'on m'avait décrite, alors sur quoi d'autre m'avait-on menti? La peur de la torture physique a commencé à être remplacée par une peur plus profonde, plus existentielle. Mon esprit luttait désespérément pour maintenir la haine. C'était un réflexe de survie. Haïr cet officier, le voir comme une bête déguisée, était la seule chose qui me protégeait de la folie. Accepter sa simple humanité aurait signifié que notre combat, nos sacrifices, la mort de mes amis, tout cela était basé sur une illusion, une trahison insupportable. Je me suis forcé à me souvenir des affiches de propagande, des images de villes allemandes en ruine, des histoires de femmes et d'enfants massacrés par les Alliés. Je devais m'accrocher à cette colère. C'était la seule chose qui me restait. Mais en regardant le visage fatigué de l'officier français, je n'ai vu qu'un soldat. Un homme qui, comme tant d'autres que j'avais soignés, portait le poids de la guerre dans ses yeux. Et cette simple vérité a commencé à saper mes défenses, une par une. On nous a finalement conduites dans notre enclos. Une parcelle de terrain boueux entourée de hauts grillages. La lourde porte métallique s'est refermée derrière nous avec un bruit de fin du monde. Nous nous sommes regroupés au centre, un troupeau pitoyable, frissonnant sous une pluie fine qui commençait à tomber. L'adrénaline de la capture s'est dissipée, laissant place à une attente morne et terrifiante. Nous étions des prisonnières, des numéros, le rebut d'une armée vaincue. Le silence s'est de nouveau installé, seulement troublé par le bruit de la pluie sur les toits en tôle des baraquements. Nous attendions. Nous ne savions pas quoi, mais nous attendions. C'est dans ce calme précaire, cette atmosphère suspendue entre la vie et la mort, que nous avons entendu le bruit d'un autre moteur. Un camion arrivait, et avec lui, des prisonniers qui allaient nous faire voler en éclats le peu de certitude qui nous restait. Le camion qui est arrivé n'était pas comme les autres. Il n'était pas rempli de ravitaillement ou de matériel, mais d'hommes, d'autres prisonniers. En les voyant descendre, grands, droits malgré la boue qui souillait leurs impeccables uniformes noirs, un frisson glacial a parcouru mon échine, un froid bien plus mordant que celui de l'hiver naissant. Ce n'étaient pas de simples soldats de la Wehrmacht, épuisés et résignés. C'étaient des officiers SS. Leurs visages portaient encore cette arrogance que nous avions appris à craindre et à respecter, un air de supériorité qui semblait imperméable à la défaite. Ils nous ont jeté un regard dédaigneux, à nous, les femmes, auxiliaires, comme si nous étions la lie de la terre, une souillure dans leur champ de vision. Et à cet instant, la peur que j'éprouvais pour les gardes français s'est évaporée, remplacée par une terreur bien plus ancienne et plus profonde. Un cri a percé l'air, puis un autre, et un autre encore, jusqu'à ce que notre enclos ne soit plus qu'une cacophonie de pure panique. Ce n'était pas un cri de défi ou de colère. C'était le son primal d'animaux traqués reconnaissant leurs prédateurs. Les femmes se recroquevillaient les unes contre les autres. Certaines s'effondraient en sanglotant dans la boue. D'autres se cachaient le visage comme pour ne pas voir le mal incarné. Mes propres poumons se sont vidés dans un hurlement silencieux, une terreur qui me paralysait de l'intérieur. Ces hommes, nos compatriotes, les fiers défenseurs de notre race, étaient la source de nos pires cauchemars. Leur simple présence a réveillé des traumatismes que nous pensions avoir enterrés sous des couches de survie. Nous ne craignions pas la mort des mains de l'ennemi, nous craignions la souillure de nos propres protecteurs. Les jeunes gendarmes français sur les miradors ont immédiatement épaulé leurs fusils, leurs visages tendus par la confusion et l'alarme. Ils s'attendaient à une mutinerie, à une attaque. Pourquoi des prisonnières allemandes hurlaient-elles à la vue d'autres prisonniers allemands? La scène était illogique. Elle défiait toute la logique militaire. Un jeune garde a crié. Quelque chose d'inintelligible, sa voix trahissant son trouble. Pour eux, nous n'étions qu'un seul et même bloc. L'ennemi vaincu. Nos divisions internes, nos hiérarchies de la peur, leur étaient totalement étrangères. Pendant un instant, j'ai cru qu'ils allaient tirer, simplement pour rétablir l'ordre, pour faire taire ce vacarme insensé qui troublait la discipline de leur camp. La menace venait de toutes parts, et l'absurdité de la situation était à la limite du supportable. Mais le capitaine, l'homme à l'uniforme impeccable, a réagi différemment. Il n'a pas crié, il n'a pas paniqué. Il s'est approché de la grille, son visage dur et impassible, et il a observé. Il a regardé les visages terrifiés des femmes, puis les mines suffisantes des officiers SS qui semblaient savourer notre détresse. Son regard a balayé la scène une seconde fois, et quelque chose a changé dans ses yeux. Une lueur de compréhension, froide et tranchante.
Il a vu au-delà des uniformes. Il a vu ce que nous étions, réellement. Non pas des soldats, mais des victimes. Et il a vu ce qu'ils étaient, non pas des soldats, mais des bourreaux. Ce vétéran grisonnant, cet ennemi juré, a compris en un instant une vérité que notre propre commandement avait niée pendant des années. Son ordre a claqué dans l'air, sec et sans appel. Séparez-moi ces porcs, immédiatement, loin d'elle. Le mot « porc » a résonné avec une violence verbale qui nous a toutes stupéfiés. Il ne parlait pas de nous. Il parlait des officiers SS. Un silence de pure incrédulité est tombé sur notre enclos, les cris s'éteignant dans nos gorges. Les officiers SS eux-mêmes semblaient figés, leur arrogance se fissurant pour laisser place à une indignation outrée. Que cet officier français, ce sous-homme selon notre doctrine, ose les insulter de la sorte était inconcevable. Mais il n'y avait aucune hésitation dans la voix du capitaine, seulement le poids d'une autorité absolue et d'une décision morale irrévocable. Les gendarmes, sortis de leur torpeur, ont obéi avec une efficacité redoutable. Ils sont entrés dans l'enclos des SS, non pas avec la brutalité vengeresse que nous attendions, mais avec une fermeté professionnelle. Ils ont bousculé les officiers, les ont forcés à se regrouper, et les ont emmenés vers une autre section du camp, à l'autre bout, hors de notre vue. Nous les avons regardés s'éloigner, escortés par les fusils de nos ennemis, et pour la première fois, ces fusils ne nous semblaient plus être une menace, mais un bouclier. L'ennemi nous protégeait de nos propres compatriotes. Mon cerveau refusait d'accepter cette réalité. La propagande, les années de conditionnement, tout s'effondrait en un instant. Le monde était à l'envers. Mon monde intérieur s'est littéralement fracturé. La haine que j'avais si soigneusement entretenue envers les Français, cette haine qui était le fondement de mon identité de soldat du Reich, s'est dissoute dans une confusion abyssale. Comment le monstre de la propagande, le barbare vengeur, pouvait-il faire preuve de justice et même de protection? Une honte brûlante m'a envahi. La honte de notre faiblesse, la honte d'être sauvé par l'ennemi, mais surtout, la honte d'avoir appartenu à un système qui produisait de tels monstres en uniforme noir. J'ai senti les larmes monter, des larmes non pas de peur ou de tristesse, mais de pure désorientation. Si tout ce qu'on m'avait appris était un mensonge, alors qui étais-je? Qu'avions-nous fait? Oui. Capitaine s'est approché de notre grillage. Nous nous sommes instinctivement reculés, encore méfiantes. Il s'est arrêté, ses mains gantées de cuir posées sur ses hanches, et nous a regardés. Son visage était toujours sévère, mais la distance clinique avait disparu, remplacée par une sorte de lassitude grave. Ici, vous êtes des prisonnières de guerre sous la protection de la Convention de Genève, a-t-il dit d'une voix posée, mais assez forte pour que toutes l'entendent. Il a marqué une pause, son regard insistant. Vous n'avez plus rien à craindre d'eux. C'est compris? Ces mots, simples et factuels, ont eu l'effet d'un baume sur une plaie à vif. Ce n'était pas de la pitié, c'était la loi. Et pour la première fois de ma vie, la loi me semblait être une chose bonne et juste. Le silence qui a suivi leur départ était d'une nature entièrement nouvelle. Ce n'était plus le silence lourd de la peur de l'inconnu, mais un silence de sidération, de réévaluation. Nous nous sommes regardés, les unes les autres, et pour la première fois, nous nous sommes vraiment vus. Nous avons vu les mêmes cicatrices invisibles, la même terreur dans les yeux. La hiérarchie informelle qui existait entre nous, dictée par la peur et la survie, s'est effacée. Cet acte de justice inattendu, venant de l'ennemi, nous avait paradoxalement unis comme jamais auparavant. Un lien invisible s'était tissé, non pas un lien de nationalité ou d'idéologie, mais un lien de souffrance partagée et reconnue. Nos geôliers étaient devenus, en l'espace de quelques minutes, les témoins de notre humanité. Ce soir-là, la routine du camp a changé. La soupe qu'on nous a servie était légèrement plus épaisse, avec de vrais morceaux de pommes de terre. Un détail infime, presque imperceptible, mais qui criait une intention. On nous a distribué une couverture supplémentaire par personne. Personne n'a rien dit, ni les gardes, ni nous. Mais nous savions toutes que ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était plus la simple application des règles pour des prisonniers anonymes. C'était un geste qui disait « Nous vous avons vu, nous savons ». Cette reconnaissance silencieuse était à la fois un immense soulagement et un fardeau terrible. Elle nous forçait à accepter une vérité que nous avions tenté d'ignorer. Notre propre camp nous avait traités avec plus de cruauté que nos ravisseurs. Le lendemain, un infirmier militaire français est venu dans notre baraquement. Il n'était pas là.
Pour une inspection, mais pour des soins. Il était jeune, avec des yeux fatigués mais des mains propres et des gestes assurés. Il a examiné nos plaies, nos infections cutanées, les signes évidents de malnutrition, sans un mot de dégoût ou de mépris. Il s'est arrêté devant moi et a remarqué une coupure infectée sur ma main. Sans me demander mon avis, il a sorti son matériel, a nettoyé la plaie avec une douceur à laquelle je n'étais plus habitué, et a appliqué un bandage propre. Son contact était professionnel, impersonnel, et pourtant, c'était l'acte le plus profondément humain que j'avais connu depuis des mois. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas éclater en sanglots devant ce simple soin. Chaque acte de gentillesse était une nouvelle forme de torture psychologique. J'acceptais la nourriture de l'ennemi, j'acceptais ses couvertures, j'acceptais ses soins. Chaque bouchée, chaque moment de chaleur, chaque pansement propre était une trahison. Une trahison envers mes camarades morts au front, envers ma famille, qui, je l'imaginais, mourait de faim sous les bombes à Berlin. Comment pouvais-je me sentir en sécurité ici, dans un camp français, alors que mon propre pays était à feu et à sang? La culpabilité me rongeait. J'étais une traîtresse non pas pour avoir été capturée, mais pour avoir survécu, et pire encore, pour commencer à ressentir une gratitude déchirante envers ceux que je devais haïr jusqu'à mon dernier souffle. La doctrine s'effritait comme un mur de sable sous la marée. L'image du monstre français avait été remplacée par le visage fatigué, mais juste d'un capitaine d'armée et les mains douces d'un jeune infirmier. Le sol idéologique sur lequel j'avais construit toute ma vie d'adulte se dérobait sous mes pieds. La peur de la torture physique avait été entièrement supplantée par la terreur de cette nouvelle vérité. Si l'ennemi n'était pas le démon qu'on nous avait décrit, si nos propres héros étaient les véritables monstres, alors pourquoi avions-nous combattu? Pour qui avions-nous sacrifié tant de vies? La question flottait dans le silence de notre baraquement, une question si vertigineuse qu'elle menaçait de nous engloutir toutes. Quelques jours passèrent, rythmés par une routine nouvelle et déconcertante. La soupe restait maigre, mais elle était chaude. Les gardes nous comptaient avec la même rigueur, mais leurs yeux ne nous transperçaient plus de mépris. Ils nous voyaient. C'était cela le plus troublant. Cette reconnaissance silencieuse était une lame à double tranchant. D'un côté, elle apaisait la bête de la peur qui nous rongeait les entrailles. De l'autre, elle nourrissait un monstre encore plus vorace, la culpabilité. Chaque geste de décence de leur part était un acte d'accusation contre tout ce que j'avais été, contre le régime que j'avais servi avec une foi aveugle. Mon esprit était un champ de bataille, où la gratitude et la trahison se livraient un combat à mort, et je ne savais plus quel camp encourager. J'étais perdu, dans un no man's land moral, plus effrayant que n'importe quelle tranchée. Puis, un matin, mon nom fut appelé. Helga Schmidt, au bureau du commandant. La peur, froide et familière, a saisi mon cœur et l'a serré dans son poing glacé. C'était fini. La trêve était terminée. J'allais être interrogé, torturé pour des secrets militaires que je ne possédais pas. Les visages de mes compagnes se sont tournés vers moi, remplis de cette pitié muette que l'on réserve aux condamnés. En marchant, derrière le jeune gendarme, chaque pas dans la boue me semblait être le dernier. Le bâtiment administratif était une simple baraque en bois, mais en y entrant, j'ai quitté le monde de la survie animale pour celui des hommes. Il y avait une odeur de bois sec, d'encre et de tabac froid. Et surtout, il y avait de la chaleur, une chaleur douce et enveloppante qui émanait d'un petit poêle en fonte qui ronronnait dans un coin. Le capitaine était assis derrière un bureau sobre, non pas comme un conquérant sur son trône, mais comme un fonctionnaire las, submergé par la paperasse. Il a levé les yeux de ses documents, et son regard n'avait rien d'inquisiteur. Il était simplement fatigué. Il m'a désigné une chaise en bois. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Le « s'il vous plaît » a résonné dans le silence de la pièce avec la force d'une détonation. C'était un mot que je n'avais pas entendu depuis des mois, un vestige d'un monde civilisé que je croyais anéanti. Je me suis assise, le dos raide, les mains crispées sur mes genoux, m'attendant à ce que les questions commencent. Au lieu de cela, il a poussé une tasse en fer-blanc vers moi. Elle était remplie d'un liquide noir et fumant. Du café. Il n'est pas très bon, mais il est chaud. Mon premier réflexe a été le recul. Un piège. C'était forcément un piège. La voix de la propagande hurlait dans ma tête. Ils vont t'empoisonner, te droguer, te faire parler. Mais mes mains, tremblantes de froid et de faim, avaient leur propre volonté. Elles se sont tendues vers la tasse, attirées par la promesse de chaleur comme un insecte par une flamme.
J'ai saisi le métal brûlant et l'ai porté à mes lèvres. La première gorgée a été un choc. Une amertume intense, presque agressive, suivie d'une vague de chaleur qui s'est répandue dans ma poitrine, chassant une partie du froid qui s'y était installé depuis des semaines. Ce n'était pas seulement du café. C'était un souvenir liquide, le goût des matins d'avant-guerre, des cuisines familiales, d'une vie où l'on pouvait boire quelque chose pour le simple plaisir de sa chaleur. Je ne vais pas vous interroger sur les mouvements de troupes ou la stratégie de vos généraux, a-t-il commencé d'une voix calme, presque conversationnelle. Je sais que vous êtes une infirmière. Je veux que vous me parliez d'autre chose. Il a marqué une pause, ses yeux fixés sur les miens, cherchant quelque chose au-delà de l'uniforme souillé et du visage émacié. Il ne me voyait pas comme un soldat, mais comme une femme. Cette distinction, si simple, était vertigineuse. Pendant des années, on m'avait appris à n'être qu'un rouage de la machine de guerre, un instrument au service de la nation. Cet homme, cet ennemi, me redonnait une identité que j'avais moi-même oubliée. Et cela me terrifiait encore plus que la menace d'une question militaire. Son regard s'est durci légèrement, la lassitude remplacée par une gravité intense. Parlez-moi de ces hommes, les officiers en uniforme noir, que nous avons déplacés. Le sang s'est retiré de mon visage. Le silence est retombé, plus lourd encore. Ils ne me demandaient pas de trahir ma patrie. Ils me demandaient de trahir mes bourreaux. Mais dans la logique perverse de notre endoctrinement, c'était la même chose. Dénoncer un officier allemand, même un monstre, à un ennemi français était l'ultime trahison. Ma gorge s'est nouée. Les mots refusaient de sortir, bloqués par des années de peur et de silence imposés. Je ne pouvais pas. C'était impossible. Parler, c'était admettre l'horreur, admettre que notre noble cause était souillée de l'intérieur par une pourriture indicible. Je suis restée muette, fixant le fond de ma tasse de café, comme si la réponse s'y trouvait. Mon esprit était un chaos de loyauté contradictoire. La discipline militaire contre l'instinct de survie. La fierté nationale contre la vérité abjecte. Le capitaine a soupiré, non pas d'impatience, mais d'une sorte de tristesse résignée. Il n'a pas insisté, n'a pas haussé le ton. Au lieu de cela, il a fait quelque chose d'absolument inattendu. Il a sorti de la poche intérieure de sa vareuse un portefeuille usé par le temps. Il l'a ouvert et en a tiré une photographie au bord corné. Il l'a glissée sur la table, vers moi. C'était le portrait d'une jeune fille souriante, avec de longues tresses et des yeux vifs, qui me ressemblait étrangement. Ma fille, Élise, a-t-il dit doucement, sa voix perdant toute sa dureté militaire. Elle a presque votre âge. Elle veut devenir médecin. Ces mots simples ont agi comme une clé, ouvrant une porte que j'avais barricadée au plus profond de mon âme. Il ne voyait plus une infirmière ennemie. Il voyait la fille de quelqu'un. Et en me regardant, je n'ai plus vu un officier français, le vainqueur arrogant, mais simplement un père. Un homme qui, malgré la guerre et la haine, était capable de voir l'humanité dans le visage de son adversaire. Un lien invisible, plus fort que n'importe quelle ligne de front, venait de se tisser entre nous. La barrière de la haine, si solidement construite, s'est effondrée en un instant. Les larmes que j'avais retenues si longtemps ont commencé à couler, silencieuses et brûlantes. Elles n'étaient pas des larmes de peur ou de tristesse, mais des larmes de soulagement. Le soulagement écrasant de pouvoir enfin baisser la garde. Et les mots sont venus. D'abord un murmure rauque, puis une phrase, puis un flot ininterrompu. J'ai parlé. J'ai tout raconté. Les humiliations, les menaces à peine voilées, l'esclavage déguisé en service, la peur constante qui régnait dans ces bordels de campagne que l'on nommait pudiquement « foyer de repos ». Chaque mot était une pierre que jetait du mur de silence qui m'emprisonnait. Parler à cet ennemi était l'acte le plus libérateur de toute ma vie. Pendant tout ce temps, il n'a pas dit un mot. Il a simplement écouté. Son visage était un masque de concentration sévère. Il prenait des notes sur un carnet, non pas avec la curiosité d'un espion, mais avec la méticulosité d'un greffier enregistrant une déposition. Il ne me jugeait pas. Il ne me plaignait pas. Il validait mon histoire. Il lui donnait un poids, une réalité qu'on nous avait toujours niée. En enregistrant ma souffrance, il me la restituait. Il me rendait ma dignité. Dans ce bureau chauffé, au cœur d'un camp ennemi, je cessais d'être une complice silencieuse pour devenir un témoin. Et ce changement de statut était une véritable renaissance. Quand j'eus fini, un silence épuisé s'est installé dans la pièce. Je me sentais vide, mais d'un vide propre, purifié. Le capitaine a refermé son carnet. Il a sorti un paquet de cigarettes de sa poche, en a allumé une et m'en a tendu une autre.
J'ai accepté sans hésiter. Nous avons fumé en silence pendant un long moment. 2 soldats de camps opposés, partageant un moment de trêve non déclaré, unis par la sombre vérité de la nature humaine. Le geste était simple, presque banal, mais il scellait un pacte. Nous n'étions plus des ennemis. Nous étions 2 personnes qui avaient vu le même visage du mal, et qui l'avaient reconnu pour ce qu'il était. Avant que je ne parte, il a ouvert un tiroir de son bureau et en a sorti une petite tablette de chocolat enveloppée dans du papier argenté. Un luxe si extravagant que j'avais oublié jusqu'à son existence. « Tenez », a-t-il dit. « Pour... Après ». Je l'ai pris, mes doigts effleurant les siens. Le contact a été bref, mais il a envoyé une décharge de chaleur, humaine à travers tout mon corps. Je n'ai pas pu dire merci. Le mot était trop faible, trop insignifiant pour exprimer la gratitude immense et douloureuse qui m'étouffait. J'ai simplement hoché la tête, et je suis sorti, retournant dans le monde froid et gris du camp. De retour dans la baraque, sous le regard interrogateur des autres femmes, je me suis assise sur ma paillasse, et j'ai déballé lentement le chocolat. J'en ai cassé un petit carré, et l'ai mis dans ma bouche. La douceur a explosé sur ma langue, si intense, si riche, qu'elle en était presque douloureuse. C'était le goût de la gentillesse, le goût de l'humanité, une saveur que je pensais avoir perdue à jamais. Et en le laissant fondre, j'ai compris que ma guerre n'était pas terminée le jour de ma capture. Elle se terminait maintenant, avec ce morceau de chocolat offert par l'ennemi, un ennemi qui m'avait montré plus de justice et de compassion que mes propres compatriotes. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer quoi que ce soit aux autres femmes. Elles ont vu le changement dans mes yeux. La peur avait reculé, remplacée par une sorte de calme résolu. Ce jour-là, dans le bureau d'un capitaine français, je n'ai pas seulement témoigné contre des criminels. J'ai témoigné en faveur de l'humanité. J'ai appris que la véritable ligne de front ne se situe pas entre les nations ou les uniformes, mais à l'intérieur de chaque être humain, entre la décence et la cruauté. Et j'avais enfin choisi mon camp. La gratitude que je ressentais n'était plus une source de culpabilité, mais une force. C'était la preuve que même dans les ténèbres les plus profondes, une simple lueur de compassion pouvait suffire à nous montrer le chemin du retour. Le chocolat avait fondu sur ma langue, mais son goût restait gravé dans ma mémoire comme un péché capital. En revenant dans la baraque, le silence qui m'accueillit était différent. Ce n'était plus la communion muette de la souffrance partagée, mais une atmosphère lourde de suspicion. Les yeux des autres femmes se posèrent sur moi, non plus avec pitié, mais avec une curiosité malsaine, accusatrice. Elles avaient vu le garde m'escorter. Elles m'avaient vu disparaître pendant plus d'1 heure. Dans la logique tordue de la captivité, toute interaction individuelle avec l'ennemi était une forme de collaboration. J'ai serré dans ma poche le petit morceau de papier d'argent vide, le sentant se transformer d'un symbole d'humanité retrouvé en une preuve accablante de ma trahison. La chaleur du bureau du capitaine s'était dissipée, remplacée par le froid glacial de l'isolement au milieu de mes propres compatriotes. Parmi les femmes, il y avait Liselle, une auxiliaire administrative plus âgée, dont le mari et les 2 fils étaient morts sur le front de l'Est. Sa douleur s'était muée en un fanatisme de granit, une pureté idéologique que même la défaite n'avait pu ébrécher. Elle me fixait de ses yeux pâles et froids, des yeux qui avaient vu trop de morts pour encore contenir la moindre compassion. Elle n'avait pas crié à l'arrivée des SS. Elle était restée droite, impassible, comme si leur présence était une manifestation normale et nécessaire de l'autorité. Pour elle, l'ordre était tout, même l'ordre des bourreaux. Et dans le nouvel ordre silencieux de notre baraquement, elle s'était érigée en juge. Je sentais son regard sur moi, pesant, disséquant chacune de mes respirations, attendant le moment de prononcer sa sentence. Elle était la voix de la patrie, une voix qui ne pardonnait aucune faiblesse. Le moment est venu ce soir-là, alors qu'on distribuait la soupe. Je me tenais à l'écart, essayant de me faire la plus petite possible, lorsque sa voix a tranché l'air, rauque et pleine de mépris. « Alors, Helga, la soupe française a meilleur goût après avoir partagé le café du commandant ?» Plusieurs femmes ont ricané nerveusement. D'autres ont baissé la tête, refusant de prendre parti. Je n'ai rien répondu, mon visage brûlant de honte. Elle s'est approchée, sa silhouette décharnée se dressant au-dessus de moi. Tu souilles l'honneur de ton uniforme. Tu pactises avec ceux qui bombardent nos villes et affament nos enfants. Pendant que tu te réchauffes à leurs poils, nos familles meurent de froid dans les caves. Tu n'es qu'une traîtresse. Le mot a été lâché. Il a flotté dans l'air vicié de la baraque, empoisonnant tout.
Que pouvais-je répondre? Comment expliquer la libération d'avoir enfin pu nommer l'horreur? Comment décrire le visage d'un père dans celui d'un officier ennemi? Ces vérités étaient trop complexes, trop intimes pour être jetées en pâture à la haine simpliste de Liesel. Mon silence a été pris pour un aveu. À partir de ce jour, la fragile unité de notre groupe s'est brisée. Il y avait celles qui, comme Liesel, me voyaient comme une collaboratrice, une tâche sur leur honneur de prisonnière. Et il y avait les autres, les plus jeunes, les plus brisés, qui me jetèrent des regards furtifs, où je croyais déceler une lueur de compréhension, mais qui étaient trop terrifiés pour me parler. J'étais devenu une paria. J'avais échappé aux monstres en uniforme noir pour être livré à la justice impitoyable de mes sœurs d'infortune. La solitude que j'ai ressentie à ce moment-là était plus profonde que la faim, plus mordante que le froid. Quelques semaines plus tard, un événement a secoué la routine morne du camp. La distribution du courrier. Un petit sac de toile, apporté par un représentant de la Croix-Rouge, contenait une poignée de lettres du pays, une denrée plus précieuse que l'or. L'appel des noms était une torture. Chaque nom prononcé était un coup de poignard pour celles qui n'entendaient alors pas le leur. Puis, Helga Schmidt. Mon cœur a cessé de battre. Une lettre de ma mère, la première depuis des mois. J'ai pris l'enveloppe fine comme une relique sacrée, mes doigts tremblant si fort que j'avais peine à déchiffrer l'écriture familière. Je me suis réfugié dans un coin de la baraque, me faisant un rempart de mon corps pour protéger ce lien fragile avec mon monde. Un monde qui n'existait peut-être plus. La lettre était courte, écrite au crayon sur un papier de mauvaise qualité, les mots serrés pour économiser l'espace. Ma mère ne se plaignait pas, ce n'était pas son genre, mais la détresse suintait entre chaque ligne. Elle parlait des bombardements incessants sur Berlin, des nuits passées dans l'abri anti-aérien, du bruit assourdissant des forteresses volantes qu'ils appelaient les orgues de la mort. Elle décrivait la faim, la vraie faim, celle qui vous fait manger des épluchures de pommes de terre et bouillir des orties. Elle mentionnait que notre voisine, Frau Keller, avait perdu ses 2 enfants dans l'effondrement de leur immeuble. Et elle terminait par une phrase qui m'a transpercé le cœur. « Nous prions pour toi, ma chérie. Nous espérons que, où que tu sois, tu es en sécurité et que tu ne manques de rien. » Les larmes que j'ai versées n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de pure culpabilité. J'étais en sécurité. Je ne manquais de rien d'essentiel. Pendant que ma mère grattait le fond des marmites dans une cave berlinoise, j'avais bu du café chaud. Pendant que les enfants de nos voisins mouraient dessous les bombes, j'avais mangé du chocolat offert par l'ennemi. Chaque acte de décence des Français, chaque ration de pain, chaque couverture chaude devenait une accusation. Le confort relatif de ma captivité était une insulte à la souffrance de mon peuple. La voix de Liesel résonnait dans ma tête, amplifiée par les mots de ma mère. Traîtresse. Et pour la première fois, une partie de moi a cru qu'elle avait raison. La propagande, que je pensais avoir vaincue, est revenue en force, non plus comme une voix extérieure, mais comme un poison instillé dans mes propres pensées. Je me suis revu, infirmière dévouée, croyant à la juste cause, prête à mourir pour la patrie. Qu'était-il advenu de cette fille? Elle avait été remplacée par une créature faible, égoïste, qui trouvait du réconfort dans le camp de l'ennemi. Je me suis mise à haïr le goût de la soupe, la chaleur de ma couverture. Je me suis forcé à avoir faim, à avoir froid, comme une pénitence dérisoire. J'étais prise au piège entre 2 loyautés impossibles. La gratitude envers l'homme qui m'avait rendu ma dignité, et l'amour pour la mère qui souffrait à cause de la guerre que cet homme avait gagnée. Mon esprit était un no man's land dévasté. Les jours suivants, j'ai observé le capitaine de loin. Il continuait ses rondes, son visage impassible ne trahissant rien. Mais je voyais des détails que je n'avais pas remarqués avant. Je voyais la fatigue dans ses yeux, les fils d'argent qui se multipliaient à ses tempes. Il n'était pas un vainqueur triomphant. C'était un homme qui faisait une guerre qu'il n'avait probablement pas voulu, et qui essayait de le faire avec un reste de décence. Un jour, il a surpris un jeune garde en train de voler une partie des rations destinées à notre baraque. Il ne l'a pas seulement réprimandé. Il l'a fait mettre aux arrêts sur le champ, devant nous toutes. Cet acte de justice, si simple et si impartial, a de nouveau semé le chaos dans mon cœur. Comment pouvais-je haïr un système qui punissait ses propres hommes pour nous protéger? Pendant ce temps, le monde extérieur s'effondrait. Les rumeurs de la fin de la guerre devenaient de plus en plus précises. Les gardes parlaient ouvertement de l'avancée des Russes sur Berlin, de la traversée du Rhin par les Américains. La fin n'était plus une question de si,
Mais de quand? Cette perspective, qui aurait dû être un soulagement, me remplissait d'une angoisse nouvelle et paralysante. La fin de la guerre signifiait le retour. Retourner où? Dans une ville de ruines? Face à une famille qui avait tout perdu? Comment leur expliquerais-je ma survie? Comment leur raconterais-je l'histoire d'un capitaine français et d'un morceau de chocolat alors qu'ils n'avaient connu que les bombes et la faim? La vérité qui m'avait libéré ici risquait de me condamner là-bas. Un soir, alors que je m'étais isolé à l'extrémité de la baraque, une ombre s'est approchée. C'était Greta, une jeune fille à peine sortie de l'adolescence, une de celles qui avaient le plus souffert aux mains des SS. Elle ne m'avait pas adressé la parole depuis mon entretien avec le capitaine. Elle s'est assise à côté de moi, dans le silence, et a glissé quelque chose dans ma main. C'était un petit bouton qu'elle avait arraché de sa propre tunique. « Merci », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible, pour avoir parlé. Personne ne l'avait jamais fait pour nous. Elle n'a rien dit de plus. Elle s'est levée et est repartie aussi silencieusement qu'elle était venue. Ce simple bouton, ce simple mot, a été une encre dans la tempête de ma culpabilité. Je n'étais pas seul. Ma décision n'avait pas été un acte de trahison égoïste. C'était un acte de solidarité, un témoignage, pour celle qui n'avait pas de voix. La gratitude de Greta ne pouvait pas effacer la souffrance de ma mère, mais elle donnait un sens à la mienne. Elle ne résolvait pas le conflit qui me déchirait, mais elle le rendait supportable. Je n'étais peut-être pas une bonne soldate, ni une patriote irréprochable, mais j'avais fait ce qui était juste. Et peut-être, juste peut-être, que cette vérité-là était plus importante que n'importe quel drapeau. Alors que les derniers jours de la guerre s'écoulaient, une certitude s'est installée en moi. Je n'avais plus peur des Français. Je n'avais plus peur de Liselle et de ses accusations. Ma nouvelle peur, bien plus profonde, était celle de la paix. La peur de devoir confronter un monde qui ne voudrait pas entendre mon histoire. J'ai serré le bouton de Greta dans ma main. Il était petit, usé, sans valeur. Mais il était la preuve que la vérité avait un prix, et que j'avais choisi de le payer. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose. Je ne retournerai pas en Allemagne en tant que victime silencieuse, mais en tant que témoin. Et cette résolution, née dans la boue d'un camp de prisonniers, était la seule arme qui me restait. Mon conflit de loyauté n'était pas résolu. Il s'était simplement transformé. Ce n'était plus une lutte entre l'Allemagne et la France, entre l'ennemi et la patrie. C'était une lutte entre la vérité que j'avais vécue et le mensonge que mon pays s'était raconté à lui-même. J'étais en paix avec ma gratitude envers le capitaine. Elle était juste et méritée. Mais j'étais terrifié par la confrontation à venir avec ceux qui préférèrent la fierté du mensonge à la honte de la vérité. La guerre des armes allait bientôt se terminer, mais la mienne, la guerre pour la mémoire et la dignité, ne faisait que commencer. Et je savais, au plus profond de mon être, que ces batailles seraient les plus difficiles de toutes. Le 8 mai 1945. La date est gravée dans ma mémoire non pas avec le fracas des canons, mais avec le crépitement d'un haut-parleur. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une odeur de terre propre et de renouveau. Le silence s'est fait dans tout le camp. Un silence si total qu'on pouvait entendre le battement de son propre cœur. Puis la voix du capitaine s'est élevée, calme, dénuée de tout triomphe. Il a lu le communiqué officiel. L'Allemagne avait capitulé sans condition. La guerre en Europe était terminée. Autour de moi, des femmes se sont effondrées. Certaines en sanglots de soulagement, d'autres dans un mutisme de choc. Moi, je n'ai rien ressenti. Juste un vide immense, vertigineux. Ce n'était pas la fin d'une guerre, c'était la fin d'un monde. Tout ce pourquoi nous avions combattu, souffert, et vu nos proches mourir, venait d'être officiellement déclaré nul et non avenu. Le grand édifice de notre foi venait de s'écrouler dans un silence assourdissant. Liselle a réagi comme je m'y attendais. Un cri de rage pur, inhumain, a jailli de sa gorge. Elle a agrippé les fils de fer barbelés, ses jointures blanchissant, et a hurlé vers le ciel gris. Trahison! Nos soldats se sont battus jusqu'au dernier homme, et les généraux les ont poignardés dans le dos. Le Führer nous a été enlevé. Sa douleur était si laide, si tordue par la haine, qu'elle en était grotesque. Elle s'est tournée vers nous, les yeux injectés de sang. Et vous pleurez. Vous, les faibles, les lâches. Vous êtes la cause de notre défaite. Mais ces paroles n'avaient plus aucun poids. Elles ricochaient sur le mur de notre épuisement collectif. Nous la regardions comme on regarde une folle, une relique d'une époque révolue. Son fanatisme, qui nous avait autrefois terrifiés,
n'était plus que le délire pathétique d'une âme perdue, incapable d'affronter la vérité nue de notre anéantissement. Le lendemain, l'atmosphère du camp a radicalement changé. Les portes se sont ouvertes, non pas pour nous libérer immédiatement, mais pour laisser entrer un flot de vie nouvelle. Des camions américains, des GMC verts olives portant une étoile blanche, sont arrivés en convoi. Ils n'étaient pas remplis de soldats armés, mais de caisses. Des montagnes de caisses. Les soldats qui en descendaient étaient grands, bien nourris, et mâchant du chewing-gum avec une nonchalance déconcertante. Ils ont commencé à décharger leur cargaison avec une efficacité tranquille. Des cartons de rations K, des boîtes de conserve dont les étiquettes colorées semblaient venir d'une autre planète, des piles de couvertures neuves, des caisses de médicaments, et même des sacs de café dont l'arôme puissant a flotté dans l'air, couvrant l'odeur de boue et de misère. C'était une démonstration de puissance logistique si écrasante, si insultante dans son abondance, qu'elle était plus éloquente que n'importe quelle victoire militaire. Ce fut mon moment de rupture, la véritable, la dévastatrice révélation. En voyant ces jeunes Américains distribuer des barres de chocolat, Hershey's aux enfants français qui s'étaient rassemblés près des grilles, une image s'est superposée dans mon esprit. L'image de nos propres soldats sur le front de l'Est, des garçons décharnés, aux uniformes en lambeaux, luttant pour un morceau de pain gelé, leurs pieds enveloppés dans du papier journal pour combattre la gangrène. Nos chefs nous avaient dit que nous nous battions pour notre survie contre un monde décadent et faible. Mais la vérité était là, sous mes yeux, dans cette profusion de biens, dans cette organisation sans faille. Ils ne nous avaient pas seulement menti sur la moralité de la guerre, ils nous avaient menti sur sa réalité même. Ils nous avaient envoyés à la mort, dans une guerre que nous ne pouvions mathématiquement pas gagner. Le sacrifice de millions de vies n'était pas une tragédie héroïque. C'était une escroquerie. Une vague de nausée m'a submergé. J'ai dû m'appuyer contre un poteau de la baraque pour ne pas tomber. La haine que j'avais ressentie, la fierté, la loyauté, tout s'est transformé en une colère froide et pure. Une colère non pas contre les Français ou les Américains, mais contre mes propres dirigeants, contre les hommes qui, depuis leurs bunkers et leurs bureaux luxueux, avaient sciemment sacrifié toute une génération sur l'autel de leur folie. Ils nous avaient volé notre jeunesse, notre innocence, notre pays. Ils nous avaient transformés en monstres ou en victimes, et nous avaient laissé nous débattre dans les ruines de leur ambition démesurée. La propagande n'était pas une simple arme de guerre, c'était le crime originel, le poison qui avait tout corrompu de l'intérieur. Et nous l'avions bu jusqu'à la lie. Je me suis laissé glisser le long du poteau, m'asseyant dans la boue sans même m'en rendre compte. Et j'ai pleuré. Pour la première fois, je n'ai pas pleuré de peur, de honte ou de culpabilité. J'ai pleuré de rage et de deuil. J'ai pleuré pour le soldat sans nom dont j'avais amputé la jambe avec une scie, rouillée, pour la mère qui attendait une lettre qui ne viendrait jamais, pour ma propre jeunesse gaspillée à servir un mensonge. Greta s'est approchée et s'est assise à côté de moi, posant timidement sa main sur mon épaule. Puis, une autre femme s'est jointe à nous, puis une autre. Bientôt, nous étions un petit groupe, blottis les unes contre les autres, nos larmes se mêlant dans la boue. Nous ne pleurions pas la défaite de l'Allemagne. Nous pleurions la mort de notre illusion. C'était un baptême de vérité, douloureux et purificateur. Le capitaine est venu nous voir une dernière fois, quelques jours avant notre rapatriement. Il a demandé à me parler en privé. Loin de l'autorité de son bureau, il semblait plus petit, plus fatigué. Il y avait une nouvelle douceur dans ses yeux, celle d'un homme qui peut enfin déposer le fardeau de la guerre. Il ne m'a pas offert de café cette fois. Il m'a tendu une enveloppe officielle. À l'intérieur, il y avait une copie dactylographiée de mon témoignage contre les officiers SS, avec le tampon de l'autorité militaire française. « Gardez ça », a-t-il dit d'une voix douce. L'histoire a une mémoire courte. Parfois, il faut lui rappeler la vérité. Ce papier, c'est votre voix. Ne laissez personne vous la reprendre. Ce n'était pas un simple document. C'était une arme. C'était la reconnaissance officielle que ma souffrance avait un sens et que ma parole avait de la valeur. Puis, il a sorti de sa poche un objet petit et modeste. Un savon. De Marseille, neuf, encore dans son emballage en papier. Son parfum était celui de la propreté, de la dignité, d'un nouveau départ. « Pour la route », a-t-il dit avec un léger sourire. « Le voyage sera long. Il est bon de pouvoir laver le passé. » J'ai pris le savon, son poids solide et rassurant dans ma paume. Ce geste, si simple, si paternel, a scellé ma transformation. Le chocolat avait nourri mon corps affamé,
Mais ce savon promettait de purifier mon âme. L'homme que j'étais censé haïr, le monstre de la propagande, ne m'avait pas seulement sauvé la vie. Il m'avait rendu les outils pour la reconstruire. Il m'avait montré que la plus grande victoire n'est pas de vaincre son ennemi, mais de refuser de lui ressembler. En montant dans le camion qui nous emmenait, j'ai jeté un dernier regard sur le camp. Les barbelés étaient toujours là, mais ils ne semblaient plus menaçants. Ils n'étaient plus que les vestiges d'un cauchemar qui s'achevait. J'ai vu le capitaine, debout près de la guérite, qui nous regardait partir. Il n'a pas salué. Il a simplement hoché la tête. Un geste de respect silencieux entre deux survivants. À cet instant, j'ai compris que la véritable frontière n'avait jamais été entre la France et l'Allemagne, mais entre ceux qui choisissent la décence et ceux qui choisissent la barbarie. Et cette frontière traverse chaque pays, chaque armée et chaque cœur humain. J'avais enfin choisi mon camp, et il n'avait pas de drapeau. Le pouvoir s'était inversé de la manière la plus profonde qui soit. Je n'étais plus Helga Schmidt, infirmière du Reich, numéro de prisonnier. J'étais Helga Schmidt, témoin. Le bouton de Greta dans une poche, le document officiel dans l'autre, le savon embaumant mon sac. Je n'étais plus une victime de l'histoire, mais une gardienne d'un fragment de sa vérité. La peur de retourner chez moi était toujours présente, mais elle était maintenant contrebalancée par une résolution de fer. Je ne rentrais pas en vaincue, je rentrais en survivante. Armée non pas d'un fusil, mais d'une histoire qui devait être racontée. La gratitude que je ressentais envers cet officier français n'était plus une source de conflit, mais le fondement de ma nouvelle identité. Le camion s'est ébranlé, s'éloignant de la boue et des souvenirs. Le mensonge qui avait défini ma vie s'était effondré, et dans ces décombres, je ressentais une liberté terrifiante et exaltante. La guerre m'avait tout pris, ma jeunesse, ma foi, mon pays tel que je le connaissais, mais elle m'avait donné une chose inestimable en retour, la clarté dévastatrice de voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on voulait me le faire voir. La sensation de triomphe n'était pas bruyante ou joyeuse. C'était un calme profond, la paix d'une âme qui a traversé l'enfer et qui a trouvé de l'autre côté, non pas la vengeance, mais la compassion. Mon voyage de retour n'était pas la fin de mon histoire, mais le véritable commencement. La guerre extérieure était finie, mais une autre, plus silencieuse, allait commencer. La lutte pour que la vérité soit entendue dans un pays qui préférait l'amnésie. Je ne savais pas si j'allais gagner cette bataille, mais en regardant le paysage français défiler, je savais que je n'étais plus seul. L'humanité que j'avais découverte chez mon ennemi était devenue ma propre boussole, et elle me guiderait à travers les ruines, physiques et morales, qui m'attendaient. La plus grande ironie de ma vie est devenue évidente, alors que le camion prenait de la vitesse. J'avais été envoyé en France pour combattre un ennemi dépeint comme un monstre, et j'avais été sauvé par cet ennemi des vrais monstres qui portaient mon propre uniforme. J'avais été capturé pour être réduite au silence, et c'est dans la captivité que j'avais trouvé ma voie. J'avais perdu ma patrie pour finalement trouver mon humanité. Le monde était sans dessus-dessous, mais pour la première fois, il me semblait enfin être à l'endroit. Comment? L'ennemi qu'on m'avait dit être un monstre sanguinaire a-t-il fini par être le seul à sauver ma vie? Et pourquoi a-t-il fallu que je perde tout pour enfin voir la vérité? Avant que je ne vous raconte comment ce simple morceau de savon est devenu la clé de ma reconstruction dans une Allemagne en ruine, n'oubliez pas de commenter ici de quel pays vous m'écoutez et de vous abonner à la chaîne. J'adore savoir que l'histoire n'a pas été oubliée. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où j'ai dû utiliser mon témoignage, non pas contre un ennemi, mais contre ma propre famille. Le train qui nous a ramenés à Berlin avançait au pas, comme s'il hésitait à nous livrer à ce qui nous attendait. Le paysage qui a défilé par les fenêtres sales n'était plus celui de ma patrie, mais la topographie d'un cauchemar. Des squelettes calcinés de bâtiments griffaient un ciel couleur de cendre. Il n'y avait pas de son de vie, seulement un silence spectral, brisé par le vent qui sifflait à travers les ruines. En descendant sur le quai, l'odeur m'a frappé. Un mélange âcre de poussière froide, de plâtre humide et de décomposition. Le contraste avec le camp était d'une violence inouïe. Là-bas, il y avait la boue, la faim, la peur, mais il y avait aussi un ordre, des règles, une prévisibilité qui nous maintenait en vie. Ici, c'était le chaos absolu de la liberté. Les gens étaient des ombres affamées, se déplaçant lentement au milieu des montagnes de gravats, leurs visages gris de poussière et de désespoir. J'ai compris à cet instant que ma captivité ne s'était pas terminée. Elle avait simplement changé de décor.
J'avais quitté une prison de barbelés pour une prison de ruines. Les visages de mon propre peuple étaient méconnaissables. La fierté et la discipline avaient en été remplacées par une méfiance féroce et une amertume qui rongeait tout. On me regardait, moi et les autres rapatriés, avec des yeux hostiles. Nous avions survécu. C'était notre crime. Un jour, alors que nous faisions la queue pour une distribution de soupe organisée par les Américains, un vieil homme à côté de moi a craché par terre. Regarde-les, ces arrogants. Ils se pavanent dans nos rues détruites, distribuant les miettes de leur abondance. La haine dans sa voix était si épaisse qu'elle était palpable. Autrefois, j'aurais acquiescé, j'aurais nourri ma propre colère de la sienne. Mais à la place, l'image du capitaine français s'est imposée dans mon esprit, son visage fatigué mais juste. J'ai revu les jeunes GI distribuant leur chocolat aux enfants. Je me suis tu, la gorge serrée, non par peur, mais par une tristesse infinie. Comment leur expliquer que ces arrogants étaient ceux qui appliquaient une justice que nos propres chefs nous avaient refusée? Mon silence n'était plus une faiblesse, c'était un bouclier, protégeant une vérité trop fragile pour survivre dans cet air empoisonné par le ressentiment. J'ai retrouvé ma famille dans la cave humide de ce qui avait été notre immeuble. Ma mère n'était plus qu'un fantôme parcheminé, ses yeux immenses dans un visage creusé par la faim. Mon père, un vétéran de la Grande Guerre, était assis sur une caisse, le regard vide, brisé. Leur joie de me revoir était mêlée à une pitié qui me faisait mal. Pour eux, j'étais leur pauvre fille, revenue de l'enfer des camps ennemis. Ils ne pouvaient pas imaginer la complexité de mon histoire. Ce soir-là, alors que ma mère essayait de faire un bouillon clair avec des épluchures de légumes, j'ai ouvert mon sac. J'en ai sorti le savon de Marseille, intact dans son papier. Je l'ai posé dans sa main. Elle l'a regardé comme si c'était un artefact d'un autre monde. Ses doigts ont caressé l'emballage, puis elle a éclaté en sanglots silencieux. Ce n'était pas un simple savon, c'était un symbole. La preuve tangible qu'ailleurs, la propreté, la dignité et la simple décence existaient encore. À cet instant, je n'étais plus seulement leur fille survivante. J'étais devenu un pont, un lien fragile vers un monde qu'ils croyaient à jamais perdu. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai rejoint les Trümmerfrauen, ces armées de femmes qui déblayaient les ruines à main nue. Chaque brique que je soulevais, chaque seau de gravat que je passais, était à la fois une pénitence et une renaissance. Je ne travaillais pas pour reconstruire la grandeur passée, mais pour bâtir un sol sur lequel on pourrait simplement se tenir debout. Le fanatisme qui m'avait animé s'était consumé, ne laissant derrière lui qu'une résolution froide et pragmatique. Je voyais maintenant mon peuple avec une clarté douloureuse, des victimes d'un mensonge monstrueux, mais aussi, pour beaucoup, ses complices silencieux. Et je voyais les occupants avec des yeux neufs. Je reconnaissais dans la discipline des patrouilles américaines l'écho de l'autorité du capitaine français. Ce n'était pas la botte d'un tyran, mais la main ferme qui empêchait le chaos de tout dévorer. Ma vision du monde s'était inversée. La force ne résidait plus dans la pureté idéologique, mais dans la capacité à reconstruire, à partager une maigre ration, à traiter un ancien ennemi avec une justice impartiale. Les objets que j'avais rapportés ont été consommés. Le chocolat a été partagé. Le savon a fondu lentement, lavage après lavage, emportant avec lui la crasse de la guerre. Mais leur essence est restée. Le bouton de Greta, que je gardais caché, et le souvenir du parfum de ce savon sont devenus les fondations de ma forteresse intérieure. Alors que l'Allemagne commençait à tisser le mythe du soldat invaincu trahi par ses chefs, je gardais en moi une vérité différente et inavouable, celle d'un ennemi qui m'avait enseigné l'humanité, et d'une patrie qui m'avait demandé de l'oublier. Ma nouvelle vision du monde n'était pas basée sur le pardon ou l'oubli, mais sur la mémoire. La mémoire précise que la décence et la cruauté n'ont pas de nationalité. Je n'étais plus une survivante de la guerre. J'étais, sans le savoir, l'une des premières artisanes d'une paix fragile. Une paix qui devait être construite non pas sur des monuments de pierre, mais sur le souvenir têtu de petits actes de compassion. Les années ont passé. Plus de 70 hivers ont recouvert de leur silence les cicatrices de la terre. Je vis aujourd'hui dans un petit appartement où le seul bruit est celui de l'horloge dans le couloir. La guerre est devenue une histoire dans les livres, une série d'images en noir et blanc qui ne peuvent pas transmettre l'odeur de la peur ou le froid de la faim. Mais pour moi, elle reste vivante. Parfois, le soir, j'ouvre une vieille boîte en fer blanc. À l'intérieur, il n'y a pas de bijoux, pas de lettres d'amour. Juste un document jauni par le temps,
plié et replié tant de fois que les plis sont devenus fragiles comme la peau d'une vieille femme. C'est la copie de mon témoignage, avec le tampon officiel de l'armée française. Ce n'est pas un souvenir de la guerre, c'est le souvenir de la fin de ma guerre. La vraie. Ce n'est pas le papier qui est précieux, mais ce qu'il représente. Le moment où un homme, que je devais haïr, m'a rendu ma voix. Il n'a pas offert la pitié. Il a offert la justice. Et la justice, j'ai appris ce jour-là, guérit bien plus profondément que la pitié. La cruauté laisse des cicatrices sur le corps, mais la miséricorde, elle, recoue l'âme de l'intérieur, avec un fil invisible et indestructible. J'ai élevé mes enfants, puis mes petits-enfants, dans une Allemagne qui voulait oublier, qui voulait reconstruire sur les cendres sans trop regarder ce qui avait brûlé. À l'école, on leur a enseigné l'histoire des grandes batailles, des stratégies, des traités de paix. Mais à la maison, je leur ai enseigné l'histoire d'un morceau de savon de Marseille et du visage fatigué d'un capitaine ennemi. Je leur ai dit que le véritable monstre n'est jamais l'homme qui porte un autre uniforme. Le véritable monstre, c'est cette voix qui nous murmure à l'oreille que cet homme n'est pas un homme du tout. C'est le mensonge qui nous déshumanise nous-mêmes avant de nous donner la permission de déshumaniser les autres. La plus grande leçon que j'ai tirée de cette boue, de cette peur, c'est que la bonté n'est pas une absence de haine. C'est un acte de résistance. C'est le choix le plus courageux qu'un être humain puisse faire au milieu du chaos, et c'est le seul qui permette de reconstruire un monde où il fait bon vivre. Notre histoire, l'histoire de ces femmes, est une petite goutte d'eau dans l'océan de la guerre. Mais chaque goutte contient le reflet du ciel tout entier. Si ce que vous avez entendu ce soir a trouvé un écho en vous, si vous pensez que ces souvenirs méritent d'être sauvés de l'oubli, j'aimerais beaucoup le savoir. Pourriez-vous évaluer ce récit de 1 à 10 dans les commentaires? Cela m'aide à comprendre si ces voix du passé portent encore. Après toutes ces années, une question demeure. Si un simple acte de décence a pu transformer une ennemie en témoin, combien de monstres ne sont en réalité que des êtres humains dont nous n'avons pas encore entendu l'histoire? Pour découvrir d'autres récits oubliés, d'autres vérités qui sommeillent dans les archives de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner. Merci infiniment de m'avoir écouté.